Bon, enfin, l'automne est là. L'automne est là avec ses feuilles qui tombent, ses soirées fraîches et ses ambiances mystérieuses. C'est le moment idéal pour se blottir avec un bon livre, n'est-ce pas? Et justement, aujourd'hui, je te propose une vidéo 100% mood automnal. On va se poser la question de pourquoi tant de lecteurs adorent cette saison. Et je t'ai bien sûr préparé une sélection livresque automnale, comme je fais toujours, qui sera cette fois-ci classée en 3 catégories. Je me suis volontairement par contre concentrée sur tout ce qui est lecture à différents degrés de spookiness. Vu ma dernière vidéo, tu vas dire « Oh, elle va encore parler d'horreur ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai dit vraiment spookiness, c'est-à-dire qu'on a du très soft. On a de la non-spookiness, mais de la bizarrerie. Bref, il y en a pour tous les goûts, donc reste avec moi. J'ai, il y a quelques années d'ailleurs, proposé une liste de lectures automnales un petit peu similaire, mais elle était beaucoup moins fournie, et il est plus que temps que je la rafraîchisse cette année. Donc, installe-toi confortablement, prends une boisson chaude qui va t'accompagner avec cette petite vidéo, et laisse-moi te guider à travers ces pépites littéraires. Commençons par la base. Pourquoi est-ce que la communauté littéraire aime tant l'automne ? Je dois t'avouer que quand moi-même j'ai rejoint la communauté, je ne comprenais pas. Et maintenant, c'est à mon tour de très modestement expliquer aux newbies NDR. Et si tu es un ou une ancienne, reste quand même. Tu pourras me rattraper au pire si je dis des bêtises. Pourquoi l'automne est-elle la saison préférée de tant de lecteurs? Tout d'abord, on a l'ambiance. L'automne avec ses couleurs chaudes, ses journées plus courtes, ses nuits plus longues, crée une atmosphère idéale pour la lecture, n'est-ce pas? C'est une saison pendant laquelle il est plutôt désagréable de traîner en extérieur. Il pleut, il y a de la boue et il fait généralement assez froid. Donc, qui peut résister à l'appel d'une couverture douillette, d'une tasse de thé ou d'un café chaud et surtout d'un bon livre quand il fait ce temps dehors, en tout cas pas moi. Ensuite, on a la question de la période de l'année. Il y a une chose que j'ai remarqué depuis que je suis en France, c'est que les saisons ont toujours une fonction dans l'organisation du quotidien. Je m'explique. Toutes les saisons viennent avec leur lot de choses à faire traditionnellement. Dans tout ce brouhaha, l'automne est sûrement la seule saison propice au calme, au fait de ne rien faire de plus que ce qu'on attend de nous au boulot ou à l'école. Je m'explique un peu plus. On a l'hiver, qui est une saison très festive. On a Noël, on a le Nouvel An, etc., etc. C'est une saison pendant laquelle on se réunit avec ses proches, on fait la fête et tout et tout. Et à peine ces célébrations-là terminées, c'est le moment des résolutions de nouvelle année, qui vient avec leur lot de restrictions et de travail en plus qu'on s'impose tout seul cette fois-ci. Ensuite, on passe au printemps, pendant lequel on est censé faire un ménage géant, le fameux ménage de printemps. C'est la période où on en a marre du froid, ça y est, où le temps nous nargue avec quelques éclaircies et des fleurs, mais en même temps, il fait bien trop froid pour faire la vida loca, n'est-ce pas? Et enfin, on a l'été, la saison pendant laquelle on est censé avoir beaucoup de temps. Et paradoxalement, c'est pas du tout celle où les lecteurs assidus profitent le plus de leur lecture. Entre l'organisation des vacances, les fêtes, les autres activités, bref, soyons francs, qui reste cloîtré chez soi avec un livre en été. Pas grand monde. Donc voilà, on a l'automne. L'automne qui arrive avec la rentrée professionnelle comme scolaire. On la redoute, mais en même temps, elle signifie reprise d'une routine, climat propice au moment chez soi, sans aucune culpabilité, et plus de fêtes à l'horizon pour un petit moment. Ensuite, on va parler un petit peu du genre de livre, des traditions et des festivités. L'automne, c'est également une saison qui se prête à certains genres littéraires. Que vous aimiez les histoires d'horreur, les romans mystérieux, les récits introspectifs, il y a quelque chose dans l'air d'automne qui rend ces lectures-là encore plus captivantes. N'oublions pas les quelques festivités, ou presque festivités d'automne. On a Halloween qui nous donne une excellente excuse pour lire des histoires plus ou moins effrayantes. Et c'est ce que moi j'appelle les célébrations discrètes. Elles sont pas assez grosses pour nous fatiguer, mais elles nous permettent quand même de se réunir virtuellement en tant que communauté. Et puis bon, il y a les fameux pumpkin spice latte
que je n'ai jamais goûté, je l'avoue. Les tartes à la citrouille, pareil, que j'ai jamais goûté, mais j'aime pas la citrouille, donc bon. Et tout ce qui accompagne cette saison, qui va rendre chaque moment de la lecture encore plus spécial. Enfin, l'aspect communautaire. L'automne, c'est souvent une période où la communauté des lecteurs se rassemble beaucoup, que ce soit pour les lectures communes, les défis de lecture ou tout simplement pour partager des recommandations. L'automne a une manière de nous rapprocher en tant que lecteurs. Rien que sur YouTube, par exemple, il y a une ribambelle de challenge automnaux. J'ai jamais vu ça dans aucune autre saison. Bref, je pense que je vais m'arrêter là sur le pourquoi du comment. Même moi, la meuf la plus frileuse de France, apprécie cette saison pour son adéquation avec ma vie de lectrice. Spooky South, pour les plus frileux de l'orage. Commençons doucement avec des lectures qui évoquent l'ambiance mystérieuse de l'automne sans pour autant nous plonger dans l'horreur pure. Ces ouvrages-là sont parfaits pour ceux qui aiment des frissons très légers, les mystères subtils, les atmosphères envoûtantes. Et si tu es du genre à préférer les ambiances douces et étranges plutôt que les terreurs intenses, ces recommandations-là seront faites pour toi. Gallant de Billy Schwab plonge dans une histoire gothique où une jeune fille découvre un manoir mystérieux et un jardin qui semble avoir une vie propre. Billy Schwab, avec sa plume envoûtante, te transporte dans une ambiance douce mais étrange, parfaite pour les soirées d'automne. Dans Galante de Billy Schwab, on suit Olivia Prior, une orpheline qui a toujours vécu dans un orphelinat depuis qu'elle a été trouvée bébé sur les marches. Elle a ce vieux journal de sa mère qui est super flippant avec des dessins bizarres, un avertissement sur un endroit appelé Galante. Et malgré ça, quand elle va se voir proposer de rejoindre Galante parce qu'elle a un oncle qui vient, qui l'invite en fait à venir vivre dans le manoir familial en mode enfin on te retrouve, etc., etc., ben elle saute sur l'occasion. Mais une fois là-bas, elle va découvrir que son oncle en fait est décédé depuis genre longtemps et il y a juste 2 employés et un cousin, Matthew, qui semble vraiment ne pas vouloir d'elle. L'écriture est clairement le plus gros point fort de ce bouquin. Elle est poétique, précise, belle, suggestive. L'autrice a ce qu'il faut pour set up une ambiance et un mood. L'histoire en elle-même, bien qu'ayant des prémices originales, n'est pas non plus très développée, je te l'avoue. Et je pense que c'est parce qu'il s'agit en fait d'un récit jeunesse. Malgré ce point, par contre, j'ai été happée par le monde de Galante. La lecture a été immersive, un petit peu anxiogène à certains moments, on va pas se mentir, mais au final, je suis ressortie agréablement surprise. Ce fut un moment assez simple de lecture, assez agréable, et le roman est exécuté de façon très correcte. L'Eulalie de Cécile Guillaume. Ce court roman te plonge dans un univers onirique et mélancolique. Une histoire courte mais intense où chaque mot est choisi avec soin pour créer une atmosphère unique. Dans l'Eulalie, on suit Hazel, une jeune fille dans les années 20 aux États-Unis, qui adore écrire des trucs d'horreur et qui a un faible pour sa voisine Blanche. Mais ses parents pètent un câble quand ils découvrent ses écrits et ses sentiments pour Blanche. Et ils vont par la suite l'envoyer dans un asile, le Montrose Asylum. Là-bas, elle se lie d'amitié avec Jo, une fille super énergique, et Lula, qui est plutôt, elle, timide. Et un jour, elles vont entendre une berceuse étrange la nuit et décident de la suivre jusqu'à les conduire dans un jardin complètement laissé à l'abandon. J'ai adoré le ton et l'ambiance de cette lecture et j'ai aussi bien apprécié l'écriture d'ailleurs. Je dois avouer par contre que c'est toujours la fin des récits de l'autrice qui me laisse dubitative. Pour Thorngrove que j'avais lu précédemment de Cécile Guillaume, j'avais juste pas aimé la tournure de la toute fin, on va pas se mentir. Pour l'Eulalie cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'ai apprécié la fin, mais il y a un truc et je n'arrive pas à dire quoi. Et après réflexion, je me dis que c'est tout simplement parce que c'est une nouvelle et que j'en voulais plus. Donc bon, ça me rassure dans le fait que j'ai vraiment aimé cette lecture au point d'être énervée parce que j'en avais pas eu assez. En tout cas, n'hésite pas à découvrir l'Eulalie de Cécile Guillaume. Bizarrerie pour les amateurs d'étrangeté.
Passons maintenant à quelque chose d'un peu différent. Si tu es fasciné par l'étrange, par le bizarre, par l'inhabituel, ben cette catégorie, ça sera ta meilleure amie. Ces livres-là te feront voyager dans des mondes où la réalité est tordue, où l'ordinaire devient extraordinaire et où l'impossible semble tout à fait plausible. Bref, si tu es à la recherche de récits originaux avec des concepts décalés et des univers atypiques, cette catégorie est faite pour toi. City of Nightmares de Rebecca Schaeffer. Un monde où les cauchemars prennent vie et où les frontières entre réalité et fiction sont floues. Une aventure palpitante qui te fera questionner ta propre perception de la réalité. Dans City of Nightmares, on va suivre Ness, dont la sœur est devenue il y a plusieurs années une araignée géante qui dévore les humains. Depuis, Ness, qui a maintenant 19 ans, vit dans la peur constante. Elle vit à Newham, une ville où personne ne dort, parce que si tu rêves, tu te réveilles en incarnant ta plus grande peur. Certains deviennent des monstres en apparence, tandis que d'autres se transforment en créatures horribles. Pour éviter ce destin, Ness a choisi de rejoindre un groupe un peu louche, les Friends of the Restful Soul, qui pourrait bien être une secte. Et pour prouver sa loyauté, elle va accepter une mission qui va très mal tourner. Après une explosion, elle se retrouve avec un autre survivant, un garçon monstre, qui pourrait bien vouloir la dévorer. Mais bon, ensemble, ils vont devoir découvrir un petit peu la vérité derrière cette attaque, tout en étant hantés par le passé de Ness. Même si cette lecture n'a pas été ma préférée de l'autrice, mais en même temps, j'ai eu un coup de cœur pour la précédente, je trouve que ce concept est particulièrement original. Genre, l'histoire est restée super intéressante tout le long de la lecture. On y retrouve en plus un personnage principal avec un caractère très différent de ce dont on a l'habitude. Elle n'est justement pas particulière. Et la seule façon dont elle se démarque des autres jeunes femmes, c'est par sa lâcheté et son égoïsme. Côté genre littéraire, on est dans une sorte d'urban fantasy, je dirais, un petit peu dystopique avec une ambiance suspense. La lecture est fluide, même en anglais. Je l'ai pas dit, mais il n'a pas été traduit, malheureusement, mais c'est un anglais assez facile. Donc je disais, la lecture est fluide même en anglais, mais va comporter un vocabulaire qui reste fourni et agréable à lire. Les créatures que tu retrouveras dans ce bouquin sont assez classiques. On a des vampires, des ghouls, d'autres choses de ce type, mais elles comportent tout un twist original qui est qu'elles n'existaient qu'à cause de l'imagination des personnes comme toi et moi. Genre, tu vas retrouver autant le vampire à la Edward Cullen que un Dracula. Jusque dans la Terre, une exploration profonde de la nature humaine et de ses désirs les plus sombres. Un livre qui te fera réfléchir longtemps après avoir tourné la dernière page. Jusque dans la Terre, c'est l'histoire d'Ada, qui vit avec son père dans un coin reculé près d'une forêt, un petit peu à l'écart de son village, de sa ville, je suis plus très sûre. Ils sont un peu comme des guérisseurs pour les gens du coin, même si certains les trouvent un petit peu effrayants. Ada un jour va tomber amoureuse d'un gars du village, Samson, sauf que ça ne va pas du tout plaire à son père et aux gens d'ailleurs du village aussi. Et du coup, elle est tiraillée entre son amour pour Samson et sa loyauté envers sa famille et ses traditions. Les gars, malgré ce synopsis qui peut paraître assez classique, crois-moi, ce livre est sûrement le plus original de toute la liste de ce que je te propose aujourd'hui. Et la plume de l'autrice est si particulière. Oui, particulière, on va dire que c'est le mot. C'est un style littéraire qui est froid, ce qui est semblable à la personnalité du personnage principal qui est Ada. C'est une jeune femme bizarre qui a le don de mettre mal à l'aise sans rien faire de mal. Elle est pragmatique, elle est curieuse aussi en même temps, et on est dans une ambiance froide, pluvieuse, pesante et même glauque. En fait, le livre va comporter les éléments fantastiques semblables au genre du réalisme magique. Ada et son père sont des guérisseurs, comme je le dis, mais qui ouvrent et lavent littéralement l'intérieur de leur passion. Pas passion. Et les enterrent dans la terre pendant des jours, puis les retirent presque miraculeusement guéris. Genre, je le dis à haute voix, là, moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais bref, je n'en dis pas plus en tout cas. Jusque dans la terre, c'est la lecture parfaite pour sortir des schémas classiques de la littérature de genre. L'étonnante famille Appenzell. L'étonnante famille Appenzell est une œuvre illustrée par Benjamin Lacombe et écrite par Sébastien Pérez. C'est un album jeunesse qui nous plonge dans un univers singulier de la famille Appenzell, une famille pas comme une autre.
l'histoire, qui n'en est pas vraiment une, se déroule dans un manoir victorien où chaque membre de la famille a sa particularité. Ces particularités peuvent être vues comme des anomalies, par exemple, des différences, et elles sont en réalité des dons uniques qui font la richesse de cette famille. L'album va nous inviter à découvrir ces personnages hauts en couleur à travers des illustrations détaillées et poétiques de Benjamin Lacour. Ce récit, tout en douceur et en poésie surtout, aborde les thèmes tels que la différence, l'acceptation de soi et des autres, la beauté qui réside dans l'unicité de chaque individu. Les illustrations de Benjamin Lacour avec leur esthétique gothique et romantique ajoutent une profondeur et une atmosphère envoûtante à l'histoire. Bref, je recommande. Pet de Akwaeke Emezi. Dans une société qui prétend avoir éradiqué tous les monstres, une jeune fille découvre que le mal peut se cacher là où on s'y attend le moins. Une réflexion profonde sur le bien et le mal, enveloppée dans une histoire captivante. Dans Pet, il n'y a plus de monstres. En tout cas, c'est ce qui est enseigné aux enfants de la ville de Lucie. Jam et son meilleur ami Redemption ont toujours cru à cette idée. Mais un jour, une créature étrange, faite de cornes, de couleurs, de griffes et plein d'autres choses, va sortir dans le tableau de la mère de Jam grâce à une goutte de sang. Cette créature nommée Pet est là pour chasser un monstre. Et le pire, c'est qu'une ombre menaçante semble rôder chez Redemption. Bref, Jam se retrouve alors face à un dilemme, protéger son ami tout en cherchant la vérité. Elle devra se demander comment sauver le monde des monstres si personne ne veut admettre leur existence. C'est avec ce récit que j'ai découvert la plume d'Akwaeke Emezi et franchement, très sincèrement les gars, j'ai été bluffée. Je ne pensais pas qu'on puisse faire parler des enfants de façon aussi simple et légère tout en gardant un côté poétique tout du long. J'ai autant apprécié l'histoire que la plume, qui semblait d'ailleurs cacher des petits bouts de sagesse un peu partout. Personnellement, je pense qu'on peut proposer ce récit à tous les âges car il y a plusieurs niveaux de lecture. La lecture est assez accessible à tout le monde, c'est juste qu'on ne va pas y lire la même chose en fonction de nos âges respectifs. Attention cependant à la transition de Jam qui se révèle être une jeune fille trans à 3 ans seulement. Ce n'est pas un thème à prendre à la légère selon moi et je trouve que l'auteuriste n'y a pas passé assez de temps. Un ou une jeune adolescente ignorante sur ces sujets-là ne comprendra pas forcément ce qui se passe ou comprendra mal le fait qu'une enfant née assignée garçon annonce à ses parents être une fille à 3 ans. Et ce, comme ça. Genre, et les parents l'acceptent. Et du coup, ça peut prendre des allures de caprice. Donc, je pense que le message que l'autrice a voulu transmettre, qui est sûrement un message d'acceptation, peut être très mal compris et très mal pris dans ce contexte. Bref, on continue. Du reste, c'était un sans faute pour ma part. Pet propose un récit entre la dystopie, le fantastique et l'enquête. Et tous ces bouts de genre sont amenés de façon assez fluide, sans qu'on ne ressente de complexité particulière. Tu peux retrouver dans ce roman un personnage principal sur le spectre autistique, des relations humaines saines et pleines d'amour, des jeunes gens qui développent d'eux-mêmes un avis et des analyses sur des situations complexes, sans qu'ils ne soient pris de haut par les adultes. Et ça, on apprécie. The Spookiest, pour ceux qui cherchent des frissons. Enfin, pour les amateurs de sensations fortes, voici la crème de la crème de l'horreur. Ces livres ne sont pas là pour les âmes sensibles. Je précise quand même que ce n'est pas du tout du gore, en tout cas pour la plupart. C'est du spooky, mais pas de la boucherie. What Moves the Dead de T.K. Fisher. Une maison hantée, des secrets enfuis et une atmosphère oppressante. Ce livre te plongera dans une horreur psychologique où chaque bruit, chaque ombre prend une signification terrifiante. Le roman raconte l'histoire d'Alex Easton, un ancien militaire qui va recevoir la nouvelle que son amie d'enfance, Madeline Usher, est gravement malade et même sur le point de mourir. Il va alors se rendre à la demeure ancestrale des Usher, qui est située dans la campagne reculée de Ruravia. À son arrivée, il découvre un environnement cauchemardesque. La propriété est envahie par des champignons étranges et une faune possédée. Le tout entourant un lac sombré,
bizarre. Madeleine, quant à elle, elle est effectivement malade, elle a des épisodes de somnambulisme et semble possédée par des voix étranges durant la nuit. Son frère, Roderick, est également affecté par une maladie nerveuse inexplicable. Heureusement, Alex est assisté dans ses recherches par une mycologue britannique très compétente et un médecin américain quelque peu déconcerté. Ensemble, ils vont devoir percer le mystère de la maison Usher avant qu'elle les consume tous. Petite side note, j'ai appris après ma lecture que ce livre, en tout cas cette nouvelle, est une réécriture de La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Voilà. What Moves the Dead est une lecture horrifique, autant par ce qu'elle suggère que par ce qu'elle te montre. Dans ce récit, tout tourne autour du ressenti et du maudit. On a une ambiance automnale, mais pas à la manière cosy du tout. Et c'est plutôt un automne poisseux, plein de boue, de brume, de matière visqueuse qu'on nous présente. Les animaux jouent un rôle clé d'ailleurs dans la mise en place assez malaisante de l'auteur. Notamment les lapins qui sont complètement au centre du malaise. Bref, je vous conseille cette lecture qui est assez rapide, mais je pense qu'il saura te laisser un ressenti durable. Petrified Woman de Jeremy Ray. Des femmes transformées en statues, un mystère à résoudre et une tension qui monte à chaque page. Une lecture qui te tiendra en haleine jusqu'au bout. Dans Petrified Woman de Jeremy Ray, on suit l'histoire de Harley, une jeune femme convaincue d'avoir trouvé l'homme idéal en la personne d'Aiden. Aiden a des passe-temps, disons, inhabituels, notamment la sculpture sur bois de figurines féminines en taille réelle. Il a également un penchant pour les farces, parfois poussé un petit peu à l'extrême, mais après tout, Harley se dit qu'il est artiste, donc c'est peut-être pour ça. Cette année, Harley décide de passer outre les avertissements de sa meilleure amie et prépare une surprise exceptionnelle pour l'anniversaire d'Aiden. Elle a l'intention de lui offrir une expérience inoubliable en se cachant dans son appartement pour lui faire la surprise de sa vie. Cependant, lorsque Aiden rentre chez lui, Harley est témoin d'un aspect de lui, de sa personnalité, qu'il ne montre jamais en public. Elle va commencer à se poser des questions. Les farces d'Aiden sont-elles simplement le produit de son imagination d'artiste ou cachent-elles une réalité plus sinistre? Donc on a Harley qui est sur le point de découvrir une vérité qui pourrait bien changer sa vie. Petrified Woman, c'est une nouvelle captivante et originale qui condense beaucoup d'horreur en seulement 92 pages. 92 pages. L'imagerie de ces œuvres d'art singulières combinées à la dynamique manifestement toxique entre Harley et Aiden crée immédiatement une atmosphère tendue qui ne cesse de s'intensifier au fur et à mesure de l'histoire qui avance. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette nouvelle, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est réel et ce qui est faux. Et c'est un dilemme que le personnage principal aussi a. Aiden adore les farces malveillantes et à mesure que l'horreur de l'histoire s'intensifie, on va se demander si c'est une autre farce qui est en jeu ou est-ce que Harley voit des choses qui sont réelles. Il y a pas mal de trigger warnings. Il y a pas mal de traumatismes, en particulier l'agression sexuelle. Et tout ça va rappeler au lecteur que le fait d'être violé n'est jamais de votre faute. Il montre de manière un petit peu cathartique la reconquête du pouvoir par les victimes. Zone fantôme de Junji Ito. Le maître du manga d'horreur te propose une série d'histoires courtes, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Des dessins détaillés et une imagination sans limite font de Junji Ito un incontournable pour les amateurs du genre. On le sait tous. La relation avec l'auteur est un petit peu compliquée, on va dire. Une sorte d'amour-haine constante. En fait, j'adore son trait, ses idées, l'effet impérissable des planches qu'il va nous proposer, mais je suis quasiment toujours un petit peu déçue par l'histoire derrière les planches. Il pousse jamais assez loin ses idées, si tu veux. En même temps, il s'agit d'un recueil de nouvelles pour celui-là et je n'ai jamais donné 5 étoiles à ce type d'ouvrage, donc peut-être que c'est moi le problème. Dans tous les cas, lecteur de manga ou non, Junji Ito est une référence du genre horrifique et ce pour une très bonne raison. Que ce soit Zone Fantôme ou un autre de ses livres, je vous conseille d'essayer. Voilà,
J'espère que cette sélection te donnera envie de découvrir de nouvelles lectures cet automne. N'hésite pas à partager tes propres recommandations en commentaire et à t'abonner pour plus de vidéos littéraires. À très vite pour de nouvelles aventures. Je te dis à bientôt. Bye!